Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats un petit peu préliminaires d'un projet qu'on a appelé Astyria, qui porte donc sur la dynamique sédimentaire récente des écosystèmes. C'est le Touquet de la Corse, hein. Donc, on va être juste à côté de Bastia, avec une approche intégrée qu'on va faire de la lagune de Biguglia, un partenariat entre donc notre laboratoire, l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans et l'Université de Corte, financé par un LABEX, le LABEX Dream. Donc c'est un projet pour son positionnement scientifique qui en fait s'intègre à l'observatoire Homme-Milieu Littoral Méditerranéen, un observatoire qui porte en fait, dont les projets portent sur deux thématiques, l'urbanisation et l'anthropisation côtière, notamment avec une recrudescence du tourisme sur ces zones littorales, avec comme problématique principale de comprendre un petit peu ces changements de mode de gestion du littoral et d'essayer de on va dire, mettre en accord développement du tourisme et protection de ces écosystèmes un petit peu particuliers. Cet observatoire s'intéresse dans ce cadre à plusieurs systèmes littoraux, dont la lagune de Biguglia, à laquelle nous on s'est aussi intéressé, dans laquelle, comme vous le voyez sur cette carte, il faut effectivement conjuguer préservation de l'écosystème qui est en fait une réserve naturelle et en même temps artificialisation des milieux. Ici, c'est les territoires qui vous sont marqués en rouge et bien sûr, c'est le regain du tourisme et le développement en particulier de la ville de Bastia. Donc finalement, notre observatoire sur cet écosystème, il est un petit peu à la conjonction entre ces deux grandes flèches-là. Dynamique anthropique d'une part, qui bien sûr, il faut continuer de développer le tourisme, mais en même temps, il faut arriver à préserver cet écosystème particulier. L'ensemble des projets qui sont menés jusqu'à présent dans l'observatoire s'intéressent à l'évolution de la zone et en particulier à l'évolution du bassin versant sur les 10 dernières années. Et l'originalité d'Astyria, ça a été de proposer de compléter ces observations de développement touristique et de développement d'artificialisation du système en s'intéressant à la sédimentation de la lagune et en proposant une rétro-observation des processus sédimentaires qui s'y étaient enregistrés. Pour ça, on avait trois objectifs principaux. En réalisant une estimation de la puissance sédimentaire qui avait pu s'être accumulée depuis les 7000 ans de la formation de cette lagune, et en suivant les dynamiques de la sédimentation contemporaine, en caractérisant et en spatialisant la typologie des sédiments accumulés dans la lagune, et bien sûr en gérant, on va dire, cette sédimentation via une signature source-puits des sédiments, c'est-à-dire en traçant ce qui se passe sur le bassin versant et en essayant de comprendre ce qui s'était accumulé dans la lagune. Pour ça, on a développé une méthodologie en 2 points. Vous allez voir une photo de la lagune dans quelques instants. Vous allez comprendre pourquoi on a décidé de commencer par une spatialisation en utilisant les outils de géomatique et en caractérisant nos sédiments en géochimie organique et minérale. Alors vous avez ici une photo de la lagune de Biguglia où on a essayé de conjuguer donc, ces 2 points principaux. On a en fait 3 bassins. Un premier bassin au nord qui est en fait directement connecté avec la rivière du Bevinco, qui est donc l'affluent principal de la lagune. Vous avez aussi pour ce bassin nord une connexion par le Gros avec le milieu océanique. Et puis ici, vous avez un bassin intermédiaire sur lequel on ne comprend pas tout ce qui se passe. On ne comprend pas tout ce qui se passe dans la lagune tout court. Je ne vais pas y revenir plus dans le détail. Et vous avez ensuite un bassin sud qui fait vraiment pratiquement les 2 tiers de la lagune. Tout ça, ça fait à peu près 10 km. Donc avoir un tube de 6 cm de diamètre envoyé dans une lagune de 10 km, il a fallu qu'on trouve un petit peu une subtilité pour comprendre ce qui se passait en termes de sédimentaux. Donc pour répondre à notre premier point, nos 2 thématiques de spatialisation avec une équipe de terrain qui est faite de nos étudiants, qu'on exploite un tout petit peu, et aussi des collègues de la réserve qui nous aident grandement pour avoir accès à ces sites protégés, et bien sûr un petit peu de sédimentaux. Alors pour ce qui concerne les outils SIG, vous avez ici une représentation de l'évolution de la sédimentation dans la lagune sur les 20 dernières années. On a bénéficié en fait d'une carte bathymétrique qui avait été faite par l'Ifremer dans les années 95. Et nous, on a réalisé encore une carte bathymétrique dans les années 2015. Et on a en fait tout bêtement soustrait ces 2 cartes pour voir à l'échelle de la lagune où est-ce qu'on avait des zones vraiment de grande sédimentation, voire même peut-être des zones d'érosion qui sont les zones en verte sur cette carte. C'est ce qui nous a permis en fait de découper notre lagune dans les 3 bassins. Et je vais plus particulièrement m'intéresser au bassin nord et au bassin sud dans la présentation. On a voulu valider cette approche géomatique
par une approche limnogéologique classique, par le biais de carottage. Et il y a 10 carottages qui ont été réalisés en 2015 et en 2016, qui ont été bien sûr datés par datation radiocarbone 14 sur macrorestes végétaux. Ici, je vais donc vous présenter ce qui se passe sur le bassin nord, sur le bassin sud, par l'intermédiaire des différentes carottes qui vous sont pointées ici. Alors en termes de sédimentologie, on a en fait 3 grands faciès sédimentaires. Vous allez les voir sur les logs stratigraphiques dans la diapo qui suit. On a un sédiment qui est plutôt argilo-limoneux et qui est régulièrement interrompu par des faciès coquillés comme ceux que vous voyez là. Des faciès coquillés composés soit de coquilles entières, soit de fragments de coquilles. Quand on regarde ce qui se passe à l'échelle de toute la lagune, on a, donc vous avez ici les logs stratigraphiques, et je vous propose qu'on s'intéresse à l'unité sommitale. Donc vous avez ici la corrélation stratigraphique de cette unité. Une unité qu'on retrouve de façon régionale, on va dire, du moins à toute l'échelle de la lagune, dans le bassin nord, dans le bassin sud, pas dans le bassin intermédiaire. Et une unité qu'on a datée ici à la transition dans les années 95, plus ou moins 10 ans. Donc si on résume un petit peu ce qui s'est passé, on a une unité sommitale qui est en commune aux 2 bassins, mise en place dans les années 90, on va dire, avec une vitesse de sédimentation qui est de l'ordre de 0,45 cm par an, qui en fait valide les taux qu'on avait calculés grâce à l'approche géomatique. Dans ce qui concerne le bassin sud, on attend encore les datations sur ce faciès-là et sur cette carotte-ci, mais on estime, grâce à la géomatique, une mise en place de ce système, de l'unité sommitale dans les années 80, ce qui correspondrait en fait à un synchronisme avec le bassin nord. On a ensuite regardé ce qu'il y avait dans cette unité sommitale. Pour ça, on a fait un petit peu de géochimie organique, c'est un petit peu la spécialité du laboratoire d'Orléans. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que grâce à nos analyses de pyrolyse Roqueval ou de mesures C sur N, on a en fait un gradient nord-sud avec un pôle terrestre qui est majoritairement représenté dans le bassin nord et puis plus une production algaire dans le bassin sud, ce qui correspond en fait aux apports du Bevinco essentiellement dans le bassin nord, et ces apports sont en fait dilués vers le bassin sud de la lagune. On a ensuite regardé un certain nombre de marqueurs moléculaires, notamment les alcanes et les acides gras. Ici, vous avez des graphiques qui représentent en fait à chaque fois les top corps des différentes séquences qu'on a regardées. Et encore une fois, grâce à ces marqueurs moléculaires, on a vu un gradient nord-sud avec un pôle terrestre qui est majoritairement représenté dans le bassin nord et un pôle algaire majoritairement représenté dans le bassin sud. Ce qu'on a vu également, notamment grâce aux acides gras, c'est qu'au niveau du bassin sud, on avait une signature plutôt de prairie qui en fait correspond aux environnements très proximaux du bassin, puisqu'on a la plaine de la Marana, qui en fait est une zone agricole. Dans le bassin nord, on avait plutôt là une signature entre prairie et forêt, qui correspondrait plutôt à des apports liés au bassin versant, et notamment à la partie haute de ce bassin versant. On a validé ces interprétations par l'étude des triterpènes. Vous avez ici les graphiques qui vous représentent un petit peu ces abondances des triterpènes qui sont en fait typiques de cette végétation de vergers et de cannes géantes qui correspondent notamment dans le bassin sud au couvert végétal. Vous avez en fond en fait la carte Corine Landcover qui nous permettent de valider un petit peu ces apports-là. On s'est aussi intéressé à des marqueurs un petit peu plus peut-être anthropiques, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui peuvent avoir en fait 2 origines, soit naturelles, soit purement anthropiques, notamment liées à la combustion des diesels. On a retrouvé des HAP uniquement dans le bassin nord. On pense donc qu'ils sont peut-être principalement apportés par le Bevinco. On a voulu un petit peu chercher si vraiment on avait une signature anthropique. On a donc regardé la géochimie minérale, notamment par l'ICP-MS laser. Et ici, je vous ai représenté en fait la famille des platinoïdes. Donc c'est les pots catalytiques de vos voitures, principalement, qui émettent ce genre de petites particules. Et vous voyez qu'ils sont plutôt concentrés dans le bassin nord. Encore une fois, peut-être que c'est lié avec une proximité à la ville de Bastia et à une artificialisation croissante, vraiment au niveau du bassin nord du système. Je terminerai ce catalogue analytique par la géochimie minérale, cette fois par le MEB, puisqu'en fait on a un système qui est complètement anoxique. Il
Vous voyez ici de la pierrite qui a été mise en lumière grâce au MEB. On a vu aussi un certain nombre d'autres petits marqueurs, des marqueurs de végétaux, des diatomées. On n'est pas allé plus loin pour l'instant dans la détermination, mais ça viendra peut-être. Et puis on a vu aussi un certain nombre de particules qu'on a appelées des gélules-like, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc s'il y en a un dans la salle qui sait ce que c'est, on est preneur. On pense peut-être que c'est des pelotes fœcales d'organismes qui vivent dans la lagune, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Et on a une signature un tout petit peu plus différente au sud. On retrouve nos pyrites qui sont légèrement plus petites. On n'a plus les diatomées. Et par contre, on a une recrudescence de ces gélules-là où là, ça pullule à fond dans le bassin sud. Mais encore une fois, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Alors si j'en viens un petit peu à la synthèse, c'est un projet qui a duré que 1 an. Donc voilà, pour l'instant, on a le catalogue. On est en train de mouliner un petit peu les données pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais on suspecte un synchronisme nord-sud avec une mise en place d'un faciès un petit peu particulier, anoxique, dans les années 80-90, avec un basculement vers un milieu eutrophe qui correspond en fait à ce que nos collègues écologues constatent à l'échelle de la lagune avec la mise en place d'herbiers qui sont constatés à partir de cette période-là. On constate aussi une augmentation de la vitesse de sédimentation. Et donc, on se pose la question de ce que c'est que ces gélules-là qu'on retrouve un petit peu partout dans notre bassin. Même si on a un synchronisme nord-sud de la mise en place de ce faciès de sommet, on voit quand même qu'en termes de signature, on a bien une dichotomie nord-sud avec un fonctionnement du bassin nord qui est vraiment lié à la dynamique de la rivière du Bevinco et par opposition avec le bassin sud qui est plutôt lié, elle, à la dynamique des canaux de drainage qui en fait drainent la plaine de la Marana et toute cette plaine qui est en fait une plaine agricole. Alors on a eu quand même quelques perspectives sur ce projet, puisque à la suite du projet Asteria, c'est un projet qui s'appelle Aqua. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le bassin nord et dans ce faciès de sommet, on a des faciès un petit peu plus sombres qui vous sont pointés ici par les flèches, qu'on suspecte être en fait des dépôts de crues. Et donc l'objectif du projet Aqua, c'est de travailler cette fois non plus à l'échelle long terme des 15 ans, mais à l'échelle plutôt événementielle. Ici, je vous ai mis une image de la crue du Bevinco de novembre 2015. Peut-être vous vous souvenez qu'il y en a eu une autre en novembre 2016, ça a été assez catastrophique. L'année dernière, quand on est allé sur le terrain, on n'a juste pas reconnu le bassin versant qu'on avait visité les 2 années précédentes. Et donc l'idée, c'est en fait de traquer ce dépôt de crue dans le bassin. On a donc prélevé 8 nouvelles carottes, essentiellement dans le bassin nord de la lagune. Et on arrive maintenant à tracer en fait le dépôt centre lié à cette crue du Bevinco très récente. Donc on essaye d'aller un petit peu plus loin dans cette caractérisation des sédiments. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Anaëlle pour cette présentation. On a le temps pour des questions. Bah, décidément. Alors, moi j'ai peut-être une question. Vous n'avez pas projeté de faire les produits pharmaceutiques, ce genre de choses qu'on a pu voir ce matin? Pas encore. Ça viendra. Hein. On est contaminé par... mais ça viendra peut-être, ouais. Pour l'instant, non. On a envisagé les marqueurs fécaux parce qu'en fait, on travaille aussi là-dessus et on est resté pour l'instant sur les traceurs presque les plus naturels possibles. Mais pourquoi pas? Et la plaine de la Marana, tu dis que c'est une plaine agricole, et donc tu mets des dessins de petites vaches, mais il y a aussi des céréales, non? C'est surtout des vergers et du maïs, mais il n'y a pas vraiment de céréales à proprement parler, quoi. C'est plutôt ce genre de culture-là. Il y a vraiment beaucoup de vergers, quoi.